par rapport à nous, vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire, on n'apprend pas, on n'a pas des cours d'anglais genre. Alors voici comment faire pour. On t'apprend pas à écrire. Avant d'apprendre le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un nom ou un verbe, oui, mais un adjectif et tous ces trucs-là. Parce qu'on n'apprend pas ça. Okay. Ou on l'apprend, mais pendant 2 secondes. Parce que tu demandes à n'importe quel anglais what's the subjunctive, ils vont faire pardon. Ouais, ils vont dire I'm sorry, what the subjunctive? Is that new pizza place in East London? Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Paul Taylor. Merci d'être là, bonne écoute. Le prochain qui va venir ce soir, il est irlandais, anglais, il vit en France. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour Paul Taylor. Hello Montreux, make some fucking noise! Yes! Hello! Bonsoir, très content d'être là ce soir, je viens pas d'ici, je viens de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? Yes! Fucking Brexit! Fuck. Tellement content, je suis vraiment content, je m'appelle Paul, elle a dit j'habite en France, et pour habiter en France, il faut parler le français, right? Mais c'est fucking compliqué la langue française, parce que vous faites des choses avec la langue française exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. Right? Like le fucking verlan. What is this? On va switcher des mots comme ça pour aucune raison? Truc de ouf? No. Truc de ouf, je connaissais pas ouf. Moi, je pensais que c'était un synonyme pour génial. Ouais, c'est génial, c'est top, c'est ouf. No, Paul, t'es con en fait. Ouf, tu prends le mot ouf et en fait, le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Fuck off. Trop compliqué, je connaissais pas. Je connaissais pas le système. On m'a dit aussi le verlan. En fait, le verlan, le mot verlan, c'est le mot l'envers à l'envers aussi. Level 2 unlocked. Donc j'ai commencé à comprendre le verlan. Ok, il faut switcher des mots, mais ça s'arrête pas là parce qu'il y a le double verlan, des mots qui sont doublement verlanisés. Right? What the fuck is this? Une fois que le mot verlan il rentre dans le dictionnaire officiel, vous recommencez le processus de verlanisation. Level 3 unlocked! Jesus! Le mot femme, par exemple, le mot femme en verlan normal, c'est quoi? Meuf, right? Mais meuf est rentré dans le dictionnaire maintenant, donc les gens, ils disent quoi? Fameux. Fameux is not a fucking word, c'est pas un mot. C'est juste des bruits qui sortent. Fameux. Fameux. On dirait un anglais qui essaye de lire le mot femme, mais qui sait pas comment. Fameux. Fameux. Pareil avec le mot arabe, même transformation. Arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire. Maintenant, les Français, ils disent quoi? Terroriste. It's not fucking funny. Langue de merde. La première fois que tu viens à Montreux, tu arrives et tu fais un accent anglais. Ouais. Enfin, tu parles en français avec un accent anglais. Bonjour, je m'appelle Paul, enchanté. Je veux savoir pourquoi, parce qu'en fait, les gens te connaissent un peu au moment où tu bosses sur scène à Montreux. T'as déjà fait What the Fuck Friends, t'as déjà fait La Bise, qui avait lancé ta carrière, qui était une espèce de vidéo où tu décortiquais La Bise, qui avait fait plus d'1 million de vues. T'étais quand même un peu... Bah, What the Fuck France, c'était, ça datait de 3 mois avant le premier Montreux, donc c'était pas si... c'était pas si... J'étais pas si connu que ça, et What the Fuck et La Bise, c'est en anglais. Je parle pas français dans ces trucs-là. Ouais. Quand j'ai commencé le stand-up en 2013, j'ai commencé en anglais et j'ai commencé en français, les deux en même temps. En anglais, ça se passait plutôt bien. Ouais. Et en français, je me prenais des fours monumentales pendant 3 ans. Parce que le problème que j'ai toujours maintenant, c'est que déjà monter sur scène devant des gens
c'est compliqué. De parler en public, t'as peur. Ensuite, parler en public pour exprès faire rire du truc, ça ajoute un autre niveau de tu te chies dessus. De faire ça dans une langue étrangère qui n'est pas ta langue maternelle, c'est encore un autre problème. Et moi, mon problème, c'est le dernier niveau, c'est que c'est dans ma langue étrangère, mais que je parle trop bien pour passer pour quelqu'un d'étranger. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas d'accent quand tu parles français. Ouais, c'est ça. Au début, quand je faisais des scènes ouvertes à Paris, et je faisais la même chose que je faisais en anglais. Mais quand je monte sur scène en anglais et je dis « Hi, my name's Paul, I'm English. French people, you do things that are weird », il n'y a aucun questionnement de « c'est un anglais, évidemment, c'est un anglais. Ouais. » Mais quand je monte sur scène et je dis « Salut, moi je m'appelle Paul, je suis anglais. » Et puis vous, les Français, vous faites des trucs bizarres. Là, le public se disait « C'est un Français qui se la raconte, c'est qui ce mec-là ?» Parce que c'est plus crédible pour vous, les Français, qu'un Français maîtrise bien l'anglais que... je sois un Anglais qui parle parfaitement français. J'ai fait 3 ans jusqu'à 2016 où je prenais des bides monumentales. Et il y a un truc qui a switché, je sais pas, en 2016, quand j'ai quitté mon ancien boulot pour vraiment me consacrer à l'humour, j'étais obligé de reprendre des scènes françaises, mais tout le temps, parce que c'est comme ça que tu rôdes des trucs. Et je sais pas, un jour, j'ai trouvé ce truc de monter sur scène en mode britannique, juste pour voir ce que ça allait faire. Genre, oh, bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, les Français, vous faites des trucs bizarres, comme la bise. C'était les mêmes textes. C'était les mêmes textes, mais avec le faux accent. Et ça cartonnait. Et ça cartonnait. Et j'ai fait, ah ok, c'était le manque de crédibilité que je sois anglais. Et donc, je faisais le truc où je faisais genre 3 minutes avec le faux accent. Ouais. Et au bout de 3 minutes, je casse l'accent pour dire, bon, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde. Et là, tout le monde fait, oh le bâtard. Je suis tellement content d'être là ce soir sur scène, être payé pour faire ça, c'est mon travail maintenant. C'était pas toujours le cas avant de faire de l'humour. Je travaillais chez Apple. Apple, you know Apple? Yes, fucking iPhones, yes. Good, you know. Je travaillais chez Apple et c'est pour ça que je suis venu en France, c'est pour transférer mon job de l'Angleterre en France. Et en France, j'avais un nouveau poste, j'étais formateur mondial. C'était ça mon titre de poste. Et en tant que formateur, j'avais la chance de voyager le monde entier, business class. Hotel de luxe, c'était bien payé. Et en fait, en 2015, après 9 ans dans la boîte, j'ai décidé de démissionner de ce poste-là pour suivre mon rêve de faire rire les Français. Hashtag no regrets. T'as quitté ton taf pour faire de la scène. Je trouve ça intéressant parce que tu fais partie des rares humoristes à avoir fait une réelle reconversion dans le sens où t'étais déjà dans un travail qui était entre guillemets ta vie, quoi. Ouais. Ouais, c'était une vraie. J'avais une vraie vie. J'ai passé 9 ans chez Apple. J'ai commencé vendeur dans les magasins et je suis devenu responsable de formation mondiale. Mais comme les formations, elles duraient 2 semaines et c'était 7 heures par jour pendant 10 jours, du coup, je me sentais à l'aise d'injecter des blagues dans mes présentations et dans les formations. Donc je suis très content d'avoir fait ça. Et j'étais content aussi de la réaction de ma famille et mes amis en Angleterre. J'ai annoncé, ouais, je vais suivre mon rêve. C'est cool, c'est génial. Ils m'ont tous dit, ouais, c'est amazing. Life is short, la vie elle est courte. Suis tes rêves, Paul, c'est cool. Right? Même mes parents, ils m'ont suivi. Ils ont dit, ouais, c'est cool, Paul. Suis tes rêves. Parce que nous, on n'a pas pu suivre nos rêves à nous. Parce qu'on a eu toi. Fucking thanks, mom and dad. Mais très content, tout le monde très positif en Angleterre. Par contre, les Français, mes amis, quand j'ai dit « Ouais, je vais démissionner pour suivre mon rêve », ils m'ont tous dit « T'es con? Tu démissionnes de ce poste chez Apple bien payé 9 ans, mais t'es malade? Why? What's wrong? Je comprends pas. Ma pauvre, attends, laisse-moi bien réfléchir. Tu démissionnes, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à être viré de ton poste et tu demandes pas une rupture conventionnelle. No, why? Ma Paul, si tu démissionnes tout court comme ça, le problème c'est que tu vas pas toucher les acédiques. Et je comprenais pas non plus. J'ai demandé la traduction à mon ami. J'ai dit c'est quoi en anglais ça? Il dit I don't know. You will not touch the acédique. Sorry, I will not touch the acédique. What the fuck are you talking about? Est-ce que c'est tout de suite que tu t'es dit putain l'angle des différences culturelles, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est vraiment ça dont je veux parler. C'était pas un choix, je me suis pas assis pour dire comment est-ce que je peux percer en France. Ouais, je vais parler des différences culturelles et puis je vais faire des blagues là-dessus. C'est venu naturellement parce que c'était ma vie en fait. Je racontais ma vie comme la majorité des gens qui font du stand-up.
Et du coup, ma vie, c'était d'être un Anglais en France. Et forcément, j'ai remarqué des trucs que je comprenais pas, des quiproquos de langage, des quiproquos de culture, de ce qui se passait. Donc, c'était pas un choix mental de me dire, alors, il faut absolument que tout ce que je fais reste dans le truc français-anglais. Parce qu'en vrai, même si le premier spectacle a été marketé comme je suis un Anglais en France et puis c'est les différences, la moitié du spectacle ne parle pas de ça. Je comprenais pas que le gouvernement français, en fait, peut payer 2 ans de salaire si on est viré d'un boulot ou si on obtient cette rupture conventionnelle, et ça s'appelle toucher les acidiques for 2 years. C'est quoi? As la première année, dick the second? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Je connaissais pas le système. Et peut-être, je me suis dit, peut-être que j'étais con, peut-être que j'aurais pu arriver à ma dernière journée chez Apple, péter un câble, me déshabiller, être viré de mon boulot et gagner ma vie pendant 2 ans pendant que je galérais sur scène avec des petits publics de 5 personnes. Mais j'ai pas fait ça. J'ai vraiment démissionné. Donc le gouvernement m'a rien payé pendant 2 ans. Mais l'avantage, en fait, c'est que j'ai touché aucune acidique de personne. So it's cool. Thank you. Tu sais, des fois, et je sais pas si ça arrive pour les Français, mais en tout cas pour les Anglais, des fois on regarde un mot trop longtemps. Et après, tu regardes l'écriture du mot, tu fais ce mot, il est bizarre. Tu le répètes plusieurs fois et le mot, je sais pas si ça t'arrive. Peut-être. J'essaye de trouver des mots, mais là, j'en ai pas. Non, mais pas forcément parce que c'est des mots banals. Tu vois, tu vas dire, c'est un mot, genre le mot banal. Tu vas le regarder et tu vas dire, ah oui, le mot anal est dans banal. Tu dis, ah, c'est drôle, j'avais jamais pensé à ça. Bah, Acédique, c'était ce truc-là où j'entendais, au moment où j'allais démissionner de mon poste, tous les Français autour de moi, qui parlait des acédiques, il faut essayer de choper les acédiques et tout ça. Et genre, peut-être la 10e fois que j'ai entendu, dans ma tête, j'ai entendu as et dick. Et je dis, bah, elle est drôle, c'est drôle comme jeu de mots. Mais moi, mon problème, c'est que mon patron, il était canadien. Et donc, lui, il connaissait pas les règles en France. Et puis, au final... en fait, t'as pas vraiment démissionné, c'est genre... Si, j'ai vraiment démissionné. Et c'est juste que j'ai demandé la rupture conventionnelle. Ouais. Et Apple, ils ont dit, bah non. C'est toi qui c'est ton problème, en fait, tu démissionnes. Et donc, du coup, je suis parti comme ça. Et puis après, je sais pas d'où c'est... J'ai peut-être raconté ça. En tout cas, c'est le fait... en tant qu'anglais, de voir des différences culturelles et de dire qu'en fait tout le monde passe à côté et toi d'un coup tu arrives avec une vision complètement différente, celle de l'étranger, et tu viens voir des trucs marrants, et notamment tu as cette vanne sur le thermomètre qui fait que nous en France on se le met dans l'anus, le thermomètre, pour avoir la température, et qu'on n'a même pas conscience. Je pense que dans la majorité du monde les gens font ça sous le bras ou dans la bouche, quoi, si on voyage pas beaucoup et qu'on est habitué à ce truc là. En parlant de cul aussi, c'est quelque chose, en France, les Français sont obsédés par les culs, right? Surtout insérer des choses dans leur propre cul en France. Right? Les suppositoires. On n'a pas ça en Angleterre. Nous, on prend les médicaments par la bouche. Et si ça fonctionne pas, c'est les injections, right? Mais en France, dès qu'on fait « Achoo! Get in there now! Go, go, go! Dégueulasse! What are you doing? » Et en plus, pour savoir si on est malade ou pas en France, le thermomètre pour mesurer la température, ça se met dans le cul aussi. Je sais pas comment ça se passe en Suisse. Comment vous faites en Suisse? Dans la bouche, ok? Like in England. That's amazing. Pas en France, mon ami a dit, ouais, j'étais malade, j'ai pris ma température. Wouh! J'ai fait, c'est bizarre ton affaire, je comprends pas. Il me dit non, c'est tout à fait normal, Paul. En fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu fais en Angleterre, connard de Brexit? Ben, moi, je mets ça dans la bouche ou en dessous du bras. Il me fait non, Paul, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est pas précis comme température. C'était ça l'excuse qu'il m'a donnée. C'est pas précis, c'est pas précis. Si tu veux que ça soit précis, Paul, il faut ajouter 0,5 degrés à chaque fois. Eh ben, faisons ça alors. Moi, ça me dérange pas du tout de faire un peu de maths. T'as une anecdote sur cette vanne par rapport au fait que Louis C.K., qui est un humoriste américain qui a eu des petits problèmes avec la justice aux États-Unis, il est venu à un moment donné vivre en France, et du coup, donc Louis C.K. c'est quand même un humoriste très connu, très fort aux États-Unis. Il est venu un peu en France et il a fait des petits passages et un petit spectacle sur sa vie en France, et notamment une vanne. En fait, il a fait la même vanne que toi sur le thermomètre dans le cul. Et je veux savoir justement, est-ce que c'est des vannes qui viennent naturellement pour des humoristes étrangers, quoi? Est-ce que c'est là-dessus que tu t'appuies? Ouais, alors mon autocritique sur moi-même, et je sais que c'est des critiques que d'autres humoristes font sur moi dans le monde anglophone,
parce qu'il y a un petit milieu d'humoristes anglophones à Paris, de genre une cinquantaine de personnes que aucun humoriste français connaît. Mais les anglophones, en tout cas en général, même s'ils sont pas humoristes, ils me reprochent de faire les blagues simples que tout expat a vécu en France. D'accord. Et c'est vrai. C'est totalement vrai, sauf que personne d'autre, tu vois, des gens lambda qui sont même pas humoristes, ils se disent ouais putain, moi j'avais remarqué tout ça aussi, genre ouais mais tu l'as pas dit. T'es pas monté sur scène pour devant des gens à prendre des bides et les faire, mais oui c'est vrai, effectivement il y a pas mal de blagues, genre le truc d'acédique, je crois que n'importe quel anglophone il entend un français dire acédique, bon il entend un peu moins maintenant parce que ça s'appelle plus acédique, mais ouais c'est des trucs quand tu remarques tout de suite t'as un truc différent, c'est comme en Angleterre. Les Français, quand vous dites ouais, je comprends pas vos robinets là, où il y a 2 robinets, pourquoi il n'y a pas un mitigeur qui mélange les deux le froid il est moins 15 et le chaud il est plus 70, donc tu te brûles et c'est vrai que nous en Angleterre on est tellement habitués à ce système là qu'on se pose pas cette question jusqu'à que quelqu'un nous dise mais c'est bizarre, vous remarquez pas que c'est bizarre, et donc c'est exactement ça. Et tu peux me raconter un peu justement cette histoire avec Louis C.K., l'anecdote sur Copy Comic? Ouais, en fait j'étais en brunch avec des amis de ma femme qui ont un enfant. Et pendant le brunch, là, je crois que la petite, elle était malade. Et du coup, le père, il dit ouais, je vais aller prendre sa température. Et je sais pas comment c'est arrivé dans la conversation. Il dit ouais, je crois pas qu'il a annoncé à tout le monde je vais prendre sa température dans son cul. Faites attention. Mais c'est arrivé dans la conversation où il a annoncé ça et je dis pardon, mais comment ça tu le prends dans le cul? Donc là ils t'ont expliqué. Et là évidemment tout le monde autour de la table c'était des Français, donc je dis mais c'est normal pour vous? Tout le monde était ouais, c'est pas normal pour vous? Je dis bah non, nous on met ça dans la bouche ou en dessous du bras. Et je dis mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit parce que c'est plus précis de 0,5. Et moi je réponds ajoute 0,5 alors. Et visiblement c'est un constat que beaucoup d'expats ont en France, parce que Louis C.K. Attends, avant ça, parce que sinon, je vais dans l'ordre. Donc, je fais cette blague depuis plusieurs années dans mon spectacle. Je fais les 3 dernières de mon spectacle au Casino de Paris et on vend 0 billet. C'est le 2, 3, 4 janvier 2019. Et là, on est genre le 2, 3, 4 décembre et je crois qu'ils sont à moitié pleins. Et je dis à ma productrice, ok, je vais mettre des extraits de mon spectacle qu'on avait tourné, toi et moi, 9 mois à la Nouvelle Ève en mars 2018, dont le passage du thermomètre. Donc, je mets ça. 2 jours plus tard, il y a le spectacle de Louis C.K. fuité, l'audio, dans un comedy club, je crois, à Arizona, qui se retrouve sur YouTube. Donc, il n'y a que le son parce qu'il y a un mec qui a juste enregistré votre vocal sur son téléphone. Et dedans, je ne me rends pas compte que ce truc qui sort. J'ai un appel d'un autre humoriste qui s'appelle Bunaimin, qui est avec Louis C.K. à ce moment-là quand il m'appelle. Il me dit Paul, j'ai une question pour toi par rapport à ta blague sur le thermomètre dans le cul. Ça fait combien de temps que tu le fais? Je dis là on est en 2018, décembre 2018. Je dis ça fait 2 ans depuis que j'ai commencé le spectacle et tout. Il me dit ah ok, parce que du coup il y a un problème avec Louis C.K. Je dis comment ça? Il dit en fait il fait une blague quasiment pareille. Et donc du coup je découvert qu'il y a le truc fuité, je vais écouter le passage fuité et c'est mot pour mot la même blague, sauf que lui il fait 1 degré, parce que visiblement lui, le français avec qui lui a dit l'excuse, il lui a dit c'est plus précis d'1 degré. Ça c'est récupéré par Copy Comic. Et ça c'est récupéré en fait dans les commentaires en dessous de ma vidéo sur les réseaux, je suis accusé genre ouais Copy Comic Louis C.K., Copy Louis C.K. et tout ça. Il y en a quelques-uns qui répondent pour dire non moi Paul il a fait, enfin tu sais, des fans à moi qui répondent pour dire non etc. Donc là ça part un peu un message de Copy Comic, ouais, en gros cette blague, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe, parce que Louis C.K. il a la même blague. Et là je suis un peu en mode ouais je sais pas, parce que moi j'ai pas été voir son spectacle. Et en vrai, c'est le passage à Montreux qui m'a sauvé. Le passage. C'est ce que j'allais dire, le passage qui a été diffusé au final de Montreux, qu'on entend là. C'est celui qui était la preuve comme quoi tu avais fait la vanne avant Louis C.K. Ouais. Et comme Louis C.K. est plus connu que toi, c'est entre guillemets celui qui t'a sauvé. Parce que les gens pensaient que c'était toi qui avais copié sur Louis C.K. Et c'est marrant parce qu'en fait, je parle de ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'accepte pas aujourd'hui que les vannes peuvent être dans l'air du temps et qu'au final, 2 personnes, sans forcément se connaître et s'entendre, peuvent avoir les mêmes vannes au même moment, quoi. Oui, on peut tous créer les mêmes blagues, parce que
quand t'écris des blagues, il n'y a pas 50 000 versions d'une blague. C'est soit un retournement, il y a une surprise, tu dois chercher une surprise parce que tu dis 1, 2, 3 et le troisième c'est la surprise et tu trouves le truc inverse. Il y a des techniques, soit tu les apprends ou soit tu les connais juste parce que c'est ce qui fait rire les gens. Et donc, si tu dis, c'est bizarre, cette culture, elle met des thermomètres dans le cul, et la raison pour laquelle ils font ça, c'est plus précis, de 1 degré, forcément, ton cerveau, il dit, mais pourquoi tu n'ajoutes pas juste 1 degré et tu mets ça dans ta bouche, au lieu de pénétrer des gens dans l'anus tout le temps. Donc oui, il y a des trucs flagrants dans Copy Comique tu fais, tout est copié, mais il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux. Ça se dit, tirés par les cheveux, ça se dit, ouais. Où tu dis, c'est un peu la même idée, mais bon, tout le monde a eu l'idée... que quand Facebook a racheté Instagram pour 1 milliard ou 4 milliards ou je sais pas trop quoi, tout le monde a fait la blague. Ouais, mais des gens moi je l'ai téléchargé gratuitement. Ouais. Limite, il y a des gens qui ont un compte Twitter qui la font avant les humoristes sur scène. En fait, c'est ça, c'est que limite maintenant quand tu fais des one-line, c'est bien de checker Twitter avant avec les mots-clés de ta blague pour savoir si elle a été faite. Ils deviennent super agressifs alors que c'est juste une idée que tu as eu en même temps que quelqu'un. Ouais, mais en fait, 50 millions ont eu la même idée de Twitter. Mais il est con, Zuckerberg, il a acheté 1 milliard, moi je l'ai téléchargé gratuitement. Padams. Ouais. Donc j'étais malade récemment, j'ai pris la température à l'anglaise en dessous de la langue et ma femme française elle est rentrée, non Paul tu peux pas faire ça, c'est pas précis, je sais, I know, je vais rajouter les 0,5 après, t'inquiète, c'est pas grave. Je dis non, c'est pas ça le problème Paul, c'est en fait il y a 15 jours moi j'étais malade. Oh fuck off. Et le chat aussi, donc je suis obligé maintenant par précaution de mettre le thermomètre dans mon cul à chaque fois que je suis malade. Juste au cas où. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment agréable comme sensation, c'est génial. Je sais pas pourquoi les Français ont inventé l'excuse, ouais, c'est pas précis. It just feels fucking great, that's why you do it in France. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 7 minutes. Oh, le bâtard. Je suis désolé, je suis un connard, je suis un connard. La vérité, je crois que c'est juste que j'ai passé 5 ans en France quand j'étais petit, mais j'étais dans une école internationale américaine avec une mère irlandaise, un père anglais. Et donc, j'avais 4 accents autour de moi quand j'étais tout petit. Les gens, ils disent que j'ai un don pour les accents, mais c'est pas ça. C'est juste que je crois que petit, j'étais tellement... comment dire imprégné. Ouais, d'accents différents. Tu sais, je trouve que c'est un peu la même raison pour laquelle les Français, vous avez un accent fort quand vous parlez anglais, et les Suédois, non. C'est parce que les Suédois, ils ont pas de doublage, et donc, depuis tout petit, ils écoutent des séries et des films en VO. Ils ont l'oreille pour écouter l'anglais ou l'américain ou l'irlandais ou whatever it is. Et en France, comme tout était doublé, notre génération a tous regardé des trucs doublés, on n'a pas eu l'accent anglais quand on était petit. Okay. Tu vois. Après, on a pas mal voyagé ensemble. Tu parles aussi en espagnol sans accent. Oui. Et je t'ai même vu faire un truc. On était en Suisse et on a parlé avec une Romanche, qui est une petite région dans la Suisse où ils sont 40 000 à parler une langue, qui a des bases latines, qui est entre l'italien et le français, je pense. Ouais. Et du coup, on commence à discuter en romanche avec elle, tu l'écoutes et tu comprends, sans traduction, alors que c'est une langue que personne ne parle. T'as quand même fait des études dans la langue, t'as une facilité pour ça. Oui, j'ai fait mes études à l'université en espagnol et en français, et un peu le portugais, j'ai fait 1 an de portugais. Je comprends un peu le portugais, je comprends un peu l'italien, toutes les langues qui sont liées au latin, je les comprends à 60%. Ouais, moi je t'ai vu faire, on va dire 90, mais... Non, c'est pas vrai, c'est pas 90. Ça dépend si la conversation, si c'est des conversations dans un bar, oui, mais si c'est des trucs politiques ou avec un vocabulaire très précis. Tu vois, genre j'étais à Londres récemment et je parlais d'un pote de trucs bébé et je me suis rendu compte que j'ai aucun vocabulaire de bébé en anglais parce que j'ai jamais eu d'enfant en Angleterre, donc je sais pas comment on dit un transat en anglais. Et eux, ils savaient pas non plus parce qu'ils ont pas d'enfants non plus. Donc tu parles mieux français qu'anglais en ce moment. Dans le domaine des enfants, oui. Ouais, je suis un connard, je suis désolé. Mais je me sens obligé de commencer avec un faux accent de merde parce que les francophones, vous me croyez pas quand je dis que je suis anglais avec cet accent-là. Parce que c'est vrai, normalement, les anglophones, quand on parle une autre langue, on parle vraiment comme des couilles.
On est vraiment là, ouais, bonsoir, comment ça va, voulez-vous coucher, enchanté. Et donc les francophones me croient pas, et je comprends. Mais je suis vraiment anglais en fait, à moitié. Ma mère elle est irlandaise, mon père il est anglais, moi je suis né là-bas. Donc je suis vraiment 100% alcoolique. C'est juste, j'ai pas d'accent parce que j'ai vécu en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit. Et quand on est tout petit, on a un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes parce que la langue française, c'est une langue de merde. Parce que même vous savez pas la parler correctement. Parce que je vous vois, les francophones, vous corriger entre vous, c'est incroyable. Si pour vous, la langue, elle est compliquée, pour nous, elle est impossible à gérer à 100%. Donc moi, je fais des fautes quand je parle français, mais je fais pas les mêmes fautes que vous. Je fais les fautes d'anglophones. Et en fait, des fautes d'anglophones, sans l'accent anglophone, ça passe pas. Et je me suis rendu compte que les francophones, en fait, pensent pas que je suis un anglais qui parle très bien français. Ils pensent que je suis un français, mais con. Et les gens, ils bug devant moi, ils font des têtes bizarres quand je fais des fautes de base, genre, je veux dire une croissant, ils vont faire... Ils comprennent pas pourquoi. Tu penses vraiment que la langue française, c'est une langue de merde ? Non, c'était juste pour la blague, parce que vous avez beaucoup de mots incluant de la merde dans la langue. Non, c'est pas une langue de merde du tout. C'est juste, elle est compliquée. J'ai l'impression c'est une des langues qui est la plus compliquée pour les gens natifs. Parce que les Espagnols, ils ont pas du mal avec leur propre langue. Français, quoi. Ouais, et les Anglais, on n'a pas vraiment du mal avec notre propre langue. Mais vous avez vraiment du mal avec votre propre langue à l'écrit. Ouais, on se corrige nos mails. Ouais, il y a des phrases où des gens ils font « Ah ouais, ça se dit comme ça. » Oui. Et en plus, par rapport à nous, vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire, on n'apprend pas, on n'a pas des cours d'anglais genre. Alors voici comment faire pour. T'apprends pas à écrire. Avant d'apprendre le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un nom ou un verbe, oui, mais un adjectif et tous ces trucs-là. Parce qu'on n'apprend pas ça. Okay. Ou on l'apprend, mais pendant 2 secondes. Parce que tu demandes à n'importe quel anglais what's the subjunctive, ils vont faire pardon. Ouais, ils vont dire I'm sorry, what's the subjunctive? Is that new pizza place in East London? Donc on connaît très mal notre langue, mais on n'a pas de problème avec. Vous apprenez votre langue et adulte, vous en chiez. Pour dire, alors si je dis l'image qui a été créée, c'est C-R-E-E-E ou E-E-E ou E-E-E ou comment, combien d'accents, combien de... Ouais. Ça s'accorde avec quel truc? On va chercher sur Internet pour savoir qui a raison. Ouais, et puis après il y a des forums entiers des forums de gens, de gens qui font non mais en fait à l'époque... Donc en fait, si tu veux, c'est pas une langue de merde du tout, c'est juste qu'elle est difficile. Je passe pour un con et ça m'énerve vraiment parce que j'ai vraiment essayé de faire des efforts pour apprendre le français. Et parce que vivre dans un pays quand on est tout petit, ça suffit pas. Il faut continuer à apprendre, à s'améliorer. Et j'ai décidé de faire des études à l'université en français. Et quand on fait des études en Angleterre comme ça, il faut partir pendant 1 an, s'améliorer dans un pays francophone. Comme j'avais déjà vécu un peu en France, je voulais découvrir autre chose. Donc j'ai décidé pendant 1 an de m'améliorer en français au Québec. Personne m'avait prévenu que c'est pas là où il faut s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte très très vite que partir au Québec s'améliorer en français, c'est comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec. C'est une histoire vraie du coup. Oui, je suis parti au Québec. Alors la vraie histoire, parce que c'est un peu raccourci encore une fois dans le sketch, mais c'est que je faisais des études à l'université en français. Et t'es obligé, quand t'es en Angleterre, quand tu fais une licence en langue, t'es obligé de partir 1 an dans le pays dans lequel tu parles la langue. Ouais. De laquelle tu... Ce qui paraît normal au final. Oui. Et donc, je suis parti là-bas pour cette année à l'étranger. C'était pas pour apprendre le français, c'était pour continuer à apprendre le français, entre guillemets. Et je pars là-bas, j'avais mon poste chez Apple qui était un truc temps partiel à Londres. Et donc, j'ai transféré, j'ai commencé à bosser dans un magasin au Québec qui était pas à Montréal parce qu'il n'y a pas d'Apple Store à Montréal même. C'était dans une banlieue qui s'appelle Laval, qui est genre l'équivalent de Laval en France. Tu vois, c'est au milieu de nulle part. Et il y a un gros centre commercial qui s'appelle le Carrefour Laval. Et dedans, il y avait l'Apple Store Carrefour Laval, bonjour. Et donc, du coup, j'ai transféré à ce tout petit magasin qui faisait la taille de ce studio-là. Quand est-ce que tu as compris que le québécois, c'était pas le français?
j'ai compris ça avant de partir au Québec avec ma copine à l'époque. On a regardé, parce qu'elle est partie avec moi, on a regardé un film qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop. Et t'as une sueur froide en te disant shit. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être vraiment compliqué. Ça m'a pris 3 mois à comprendre l'accent, les expressions. Et à l'époque, pour financer mes études, j'ai décidé de prendre un boulot temps partiel chez Apple, dans les Apple Store. Et mon poste chez Apple, c'était le responsable des clients en colère. Et les Québécois en colère, j'étais pas du tout prêt pour ça! Premier jour, j'arrive, il y a un mec qui arrive, il est énervé, je vois dans ses yeux qu'il est énervé. Il vient avec un iPod dans sa main, il vient me voir et il me fait « Ben là! » Tout de suite, j'étais perdu. Aucune idée. Fait ben là, cette affaire-là, ça marche-tu chez Windows, calice? Parce que tabarnak, j'ai pogné cette merde-là, ça marche pas en tout. Toi, là, tu vas m'arranger ça tout de suite, OK? Désolé, monsieur. En fait, je viens pas d'ici. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé. Voulez-vous coucher? Enchanté. Toi, t'as fait 3 galas. Enfin, t'as fait 3 passages au Festival de Montreux. Ouais, j'ai été 2 fois au festival, mais en fait, les 2 passages qui sont sur YouTube de Montreux, les 2 français, ont été tournés la même année. Ah d'accord, donc les 2. Parce que j'ai fait 2 galas dans la même année, et du coup, les 2 ont été filmés, mais ils ont été sortis 1 an séparément sur YouTube. Et le gala anglais, c'était la 2e fois que j'ai été, et puis le passage, c'est dans le gala que j'ai animé. C'était pendant un gala que tu présentais avec Sebastian Marks, et c'était que en anglais, c'est-à-dire que c'était un spectacle qui était que en anglais. Et toi, tu viens, du coup, tu fais un passage qui est que en anglais. Hello. So I wanted to share with you guys the big news in my life since I was last in Montreux. I got married! Yeah! Don't get too excited though, she's French. She wasn't that excited about it when I asked her either. I was like, oh, will you marry me? And she just went, ouais, pourquoi pas? Why not? Yeah, she wasn't excited, and she had the right not to be excited as well, because the proposal was shit. I fucked up the whole proposal, and when you do a proposal, it's supposed to be good. Everyone asks you, oh, the proposal, was it good? Was it romantic? How was the ring? Was it in a restaurant? Did she cry? Yeah, she cried. But for the wrong reasons. Sur ce podcast, je suis obligé de mettre des passages en anglais de toi sur scène, tu vois. Et je me dis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis 20 minutes en français et là ils se retrouvent coincés, tu vois. Mais j'ai l'impression que t'as... Enfin, moi, c'est un peu ce qui m'a choqué, c'est que je sais pas si c'est l'accent ou si c'est le fait de parler, mais j'ai l'impression que quand tu parles anglais, pour un Français, on te comprend et ça nous fait du bien. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus facile à te comprendre toi que quelqu'un d'autre qui va avoir... tu vois, par exemple, je suis venu te voir ton spectacle avec ma maman, que j'embrasse, et qui ne parle pas vraiment bien anglais, mais qui a des notions, et elle comprenait ce que tu disais. Est-ce que tu te rends compte de ça, que les Français comprennent plus ton anglais que Pete Doherty, tu vois? Ouais. Bah, c'est une remarque on me dit souvent, on me dit le truc c'est toujours putain, je pensais que j'étais une merde en anglais mais j'ai tout compris, et je crois que c'est au fur et à mesure de tester des trucs, même quand tu joues pour un spectacle en anglais à Paris, 90% du public c'est des Français. En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai rendu mon anglais beaucoup plus accessible. J'utilise pas des expressions idiomatiques. Mon accent, il est à peu près correct. J'essaye de ralentir un petit peu et utiliser beaucoup de gestuels. Les Anglais, on parle pas beaucoup avec nos mains, mais moi, sur scène, quand je joue en anglais, je suis comme un Italien, quoi, pour augmenter la compréhension. La compréhension. Mais je crois que je me suis pas assis pour dire ils ont pas compris cette blague. Peut-être si j'ajoute, c'est juste un truc naturel de la communication humaine. Quand tu vas dans une boulangerie en Allemagne et tu parles pas allemand et ils parlent pas anglais ou français, et tu dois demander genre elle est où la banque, tu mimes la carte qui rentre dans la machine pour mettre le code et tirer de l'argent, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'on fait quand on va à l'étranger et les gens ils parlent pas notre langue, donc c'est sur scène, je crois que je fais ça inconsciemment, ouais. Here's how I fucked up the proposal. The initial plan, I had this initial plan, amazing romantic weekend in London, right? Now,
London is... fuck off. Somebody's like, hey, Londres, fuck you. London's romantic. Ouais. It's romantic for us, London, because that's where we first met. 11 years ago, my wife and I, we met 11 years ago in London. And so my plan was to retrace the whole first date. We were going to do the whole thing, go to the pub where we went on our first date, have the same drinks, choose the same food. By the way, my wife chose baked camembert on our first date. Camembert rôti. On our first date! Camembert rôti. Really? Baked camembert? That's a fucking risk. That's how good looking she is. I still kissed her even though her mouth tasted like fart. En fait, le passage de demande en mariage, je l'ai pas vraiment beaucoup testé avant Montreux. Donc je savais pas comment l'aborder. J'avais raconté l'histoire plusieurs fois à des potes quand forcément ils disent tu t'es marié, c'était quoi la demande en mariage? Et donc j'avais raconté quelques fois, mais j'étais pas forcément à l'aise à 100% dedans. Mais la différence avec moi, c'est qu'en anglais ça va. Si je suis pas entièrement à l'aise, je sais comment rattraper le truc. Ouais. Et comment en rajouter pour que ça soit drôle. Mais en français, il faut vraiment que ça soit bien rodé parce que sinon, j'arrive pas vraiment à improviser ou si ça se passe mal, j'ai pas les mêmes réflexes en français. Donc, je l'avais que fait en anglais, ce truc-là. So that was the plan. We were going to go to the pub, order the drinks, then we were going to go to the same club that we went to afterwards where we kissed for the first time and I was going to propose to her at the club, right? Problem number one is that the club doesn't exist anymore. Yeah, fuck that one up. Doesn't exist. The club closed. It's now become the Apple store in Covent Garden in London. Right? Which is ironic because I used to work at Apple, but I wasn't going to take her down to the stockroom and be like, oh, will you marry me? I do? It doesn't work. I'm not like that. I'm a bit geeky, but I'm not. So I was like, all right, cool. We'll do it outside the Apple store. No big deal. Here's the big problem that happened. Just before we went to London, she decided to have her period, right? Decided. She didn't decide. Ladies, you don't decide to have your periods. That's not... But that would be good if you could, right? I think it would be good for you. Harvey Weinstein guys who try to have sex with you and you're just like, pow! Not today, bitch! That would be good. T'as quand même fait un virage où tu parles beaucoup moins des différences culturelles et de ta position finalement en tant qu'anglais en France. Tu continues à en parler aussi, mais t'es beaucoup plus intimiste sur ta vie, c'est-à-dire que tu parles de ta fille, tu parles de ta femme, tu parles de ta demande en mariage, etc. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi tu switches là-dessus, quoi. Et pourquoi tu continues pas sur quelque chose, entre guillemets, qui a fait ta force de frappe, la différence culturelle. Bah, encore une fois, c'est parce que c'était devenu ma vie. Mes premières blagues, quand je les ai écrites en 2016-2017 avec le premier spectacle, j'étais pas encore marié et j'avais pas encore d'enfant. Donc forcément, les trucs qui me sautaient à l'œil pour trouver des trucs drôles, c'était que les différences culturelles, langage, etc. Et une fois que tu te maries, tu peux trouver quelques blagues en plus. T'as des anecdotes en plus à raconter. Et quand t'as un enfant, après, avoir un enfant, c'est tellement d'expériences différentes. Et donc, du coup, c'était pas un choix. Après, j'aurais pu choisir de ne pas parler de ça et trouver autre chose, mais c'était juste les trucs qui m'inspiraient. Surtout que le deuxième spectacle, je l'ai rodé en août 2019. La petite, elle est née en juin 2019. Et ensuite, août 2019, je suis obligé de roder un nouveau spectacle parce que je le commence en octobre. Donc, août 2019, je fais 4 fois par semaine. En 3 mois, quoi. Ouais, et donc, ouais, c'était des trucs, c'était ce qui m'arrivait. Et je le fais plus maintenant parce que ça fait 3 ans maintenant qu'elle est là. Et les blagues, elles sont un peu vieilles ou c'est plus ma vie maintenant. J'ai plus autant la haine de ma vie que j'avais il y a 3 ans quand elle est née. C'était vraiment difficile et on galérait de ouf et on galère un peu moins maintenant. Donc du coup, si je raconte ces histoires-là, c'est un peu... j'ai du mal à les assumer parce que je me sens plus autant énervé qu'à l'époque. The marriage is going well. We had a baby 5 months ago, so yeah, thanks very much. It's difficult. She's a little shit. She complains all the time. Wah, 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 just all the time. We've made a Parisian. Complaining Parisian. We didn't need another one on the planet, but she complains all the time. And I know that her first words are going to be, Daddy, you bought me plastic toys. It's not very eco-responsable. Shut the fuck up.
She already doesn't drink her mother's breast milk because she's become vegan. 5 months, we've got a vegan. But married life and babies is great. Yeah. Guys, thank you very much for listening to me. That's all for me. Thank you very much. Montreux, yes! Je vais juste parler avec toi pour un peu finir. C'est le fait que tu t'énerves beaucoup quand tu es sur scène. Tu sais, t'es souvent en train de crier, tu peux partir un peu. Et tu as, je trouve, cette capacité, en tant que personnage comique, qui est pour moi très drôle, c'est que tu es capable de t'énerver, de te prendre la tête sur des choses qui sont au final un peu pas graves, tu vois, un peu futiles et tout. Et du coup, je voulais savoir si ça, c'est travaillé, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ou c'est quelque chose... tu pourrais jouer pas énervé, ou est-ce que, tu vois, comment tu... Ouais, c'est intéressant. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce truc-là. C'est que, les humoristes qui me font plus rire, c'est des humoristes comme ça. Okay. J'aime cet humour-là, donc je crois les humoristes qu'on aime bien, on finit par un peu faire la même chose. Tu sais, si t'as un humour d'observation et tu kiffes ça, genre des Jerry Seinfeld qui font les trucs de tous les jours. Ouais, tu copies pas, mais c'est juste t'aimes ça, donc tu répliques ça. Et le plus difficile, il y a une autre partie aussi où je me dis c'est une manque de confiance. Ah oui. Sur scène, de me dire je suis pas sûr si cette blague elle fonctionne, si je suis pas. Du coup, tu la cries. Donc je la crie pour que les gens ils soient obligés de rigoler, tu vois. Parce qu'en vrai, je fais des blagues, les blagues elles sont pas bonnes, mais ça rigole quand je crie, tu vois. Mais en vrai, c'est pareil que moi d'avoir quelqu'un qui s'énerve sur le fait que tu sais jamais dans quel sens mettre des batteries dans ton enregistreur de podcast, si c'est plus moins, c'est quel le plus moins, dans quel sens, et de partir en couille là-dessus. Je trouve ça hilarant. Ouais, comme si c'était un truc qui allait changer le monde. Ouais, exactement. Et mais le truc qui est difficile dans ça, c'est aussi de trouver la colère authentique dans ce truc-là. Et au début, quand on commence dans l'humour, je crois que et on a ce style d'être énervé pour rien. Et c'est dur d'être authentique dans la colère. Et donc les gens ils disent le mec il en fait trop, quoi. Ouais. Et donc c'est de trouver le sweet spot, l'énervement parfait sur un sujet. Quand je commençais à faire le deuxième spectacle et je commençais à m'énerver sur avoir un enfant, c'était trop proche de ma vraie vie, de la réalité, et donc c'était moins drôle, et c'était plus les gens ils disaient putain le mec il est vraiment énervé sur le fait d'être papa, quoi. Et maintenant que j'ai un peu de recul sur ça, je suis énervé mais d'une façon un peu plus drôle parce que j'ai un peu de recul sur le... Oui, c'est exagéré, donc du coup c'est marrant, quoi. C'est ça. Et oui, parce qu'au début, quand tu as commencé, t'étais en chemise blanche et cravate noire. Ouais, je sais. Et du coup, tu vas assez loin dans mon Instagram. Ouais. Je suis habillé comme un mormon. T'as tout quitté, t'as balancé quand même ton boulot à Apple hyper bien payé où tu voyageais dans le monde pour faire de la scène. Ouais. Et t'as créé ce personnage et t'as rempli quand même 2 fois le Grand Rex là. Là, t'arrives sur ton 3e spectacle peut-être cette année. Et tu vas jouer à Londres là en juin. Ouais, là, on est sur les 7 dernières dates, 5 à Paris et 2 à Londres fin juin. Et on fait la captation, on va refilmer celui-là dans une salle mythique à Londres. Donc ouais, j'ai hâte. Ça te fait kiffer au final quand tu reviens un peu sur ça, quoi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être potentiellement nous écouter en se disant qu'ils ont un boulot de merde et qui rêveraient d'être stand-upper. Est-ce que tu penses que... Ouais, en fait, en fait, t'as pas moins de problèmes et c'est pas moins chiant qu'un boulot normal. C'est juste que au final, le résultat, c'est pour toi-même et c'est pas pour une compagnie. J'avais mis sur mon fond d'écran pendant 6 mois, 1 an avant de quitter mon boulot chez Apple, la phrase « ou tu suis tes propres rêves ou tu vas finir par travailler pour quelqu'un qui suit les leurs ». En anglais You either follow your dreams or you work for somebody who is following theirs. Okay. Et du coup, même s'il y a des moments difficiles, alors c'est drôle parce que quand tu commences dans l'humour, tes difficultés sont remplir la salle, être marrant et avoir des dates dans des comedy clubs plus prestigieux. Et moi, je me souviens d'être à ce moment-là et je regardais des humoristes, entre guillemets, plus expérimentés et qui étaient plus hauts dans leur carrière que moi. Et je me suis dit, putain, j'ai hâte
d'être à leur niveau parce que j'aurai plus ces problèmes de je joue devant 4 personnes aujourd'hui, mes blagues elles sont pas, j'ai hâte. Et en fait, quand tu arrives un peu plus loin, t'as pas moins de problèmes, c'est juste que les problèmes changent. Parce qu'après, c'est les problèmes de contrat, de diffusion, de combien d'années t'as droit à mes sketchs que j'ai pas droit à le publier sur mes réseaux sociaux et donc du coup, moi je gagne pas de followers. Et c'est le problème que t'as pas envie de gérer, quoi. T'as autant de problèmes au long de ta carrière, mais c'est juste qu'elles deviennent des problèmes différents. Mais t'es quand même content de ce que t'as accompli. Oui, et même s'il y a des moments relous où tu dis je suis en train de faire un truc que j'adore et dans le fond c'est quand t'es sur scène tout vaut la peine derrière. Magnifique. Petite dernière question pour toi. J'aime bien finir ce podcast avec un passage d'un humoriste qui n'est pas toi. Qui serait passé à Montreux, parce que pour le coup, pour que je puisse diffuser le son. Alors, c'était un passage du Jamel Comedy Club. Ça peut être un humoriste qui te ressemble ou pas du tout. Et c'est pas vraiment pour faire de la promo, c'est plutôt parce que ça te fait plaisir. Je crois que je dirais Urbain. Ah ouais. Le passage d'Urbain parce que j'ai tellement vu ce sketch grandir dans des comedy clubs différents et je me souviens il faisait ma première partie juste avant d'aller à Montreux et puis il était un peu stressé par rapport à comment ça allait se passer, c'est le premier Montreux et il était nerveux et du coup je dis mais t'inquiète, ces blagues là je les connais par cœur, enfin ils sont drôles, t'inquiète et on s'est vu après en tournée quand il va à ma première partie, il a dit ça s'est bien passé, je suis content mais j'ai hâte de voir la vidéo qui sort et quand la vidéo elle est sortie on s'est échangé des textos pour dire... Il y a eu une grosse polémique avec les véganes. Ah oui, et oui, on en c'est parle vrai. dans le podcast avec Urbain. C'est vrai, il y a tout le truc de vegan. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 passages, mais le deuxième il est sorti du coup, non? Oui, et du coup il se justifie sur le fait de cette vanne et il explique pourquoi elle a été sortie de son contexte. C'est vrai. Merci Paul. Thank you very much, Mr. Felix Gamard. Ciao. À mon dernier Montreux, quand le passage est passé sur Internet, il y a une vanne qui a fait une petite polémique avec une communauté. Vous voulez que je vous la dise ? Évidemment. La vanne, c'était que ma meuf devenait végane et elle voulait que je le devienne aussi. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'avais une maladie de naissance, le goût. Bonne vanne. C'est bonne vanne. Elle est bien passée, si. Ah ouais. Mais alors quand ça passe sur Internet, les véganes, pas contents du tout. Heureusement qu'ils sont pas costauds du tout, hein. Ah ouais, j'ai compris, en humour tu vas toujours embrouiller des gens, donc maintenant je m'embrouille avec les gens avec qui c'est sans risque. Voilà, mon prochain spectacle s'appellera Les nains et les véganes. Que ce soit clair, aucun problème. Mais en vrai, ça m'a embêté parce que moi, mon avis sur le véganisme est quand même beaucoup plus mesuré. Je vous explique l'histoire. Ma meuf, maintenant, elle est végane. À la base, elle était végétarienne.